La frivolité est un état fort sérieux. Ce n'est point la même chose que légèreté, ni qu'insouciance, ni qu'ignorance. Ce n'est point du tout naïveté. L'ingénu n'est nullement frivole. Au contraire, il prend tout sérieusement et porte sa lanterne dans tous les coins. Le frivole sait très bien où sont les mauvais coins, mais il s'en détourne. Qui n'a pas chanté dans la nuit pour se donner du courage? C'est une manière d'éteindre tous les faibles bruits auxquels on ferait attention. On craint de se laisser persuader par ces bruits-là. J'ai entendu décrire un genre de peur qui détournait de porter les yeux soit vers la fenêtre obscure, soit même sur des ornements sculptés assez confus. Il y a de la sagesse à ne point considérer ce qui ne peut donner lieu qu'à des images fantastiques. Et cette puissance de se détourner soi-même de certaines pensées redoutables est une partie du courage. C'est ainsi que je ne jugeais point utile, à la guerre, de rechercher le spectacle des cadavres. On dit peut-être trop légèrement que l'habitude nous endurcit là-dessus. Je compterais plutôt sur quelque intérêt puissant, qui nous détourne de voir les choses sous un certain aspect. Par exemple, un chirurgien ne voit pas une blessure comme nous la voyons. C'est son champ d'action. Il y cherche et y aperçoit aussitôt des chemins et des prises. De même, dans son champ de recherche, le chiffonnier voit aussitôt une grande variété de choses, ayant presque toute valeur, et seulement mélangées. Bref, il n'y a peut-être point d'habitude hors du savoir-faire. Un général est comme insensible dans l'action même. C'est qu'il voit position prise ou perdue, ligne crevée, renfort nécessaire, et non point sang et cadavres. Après cela, il se peut que le spectacle d'une ambulance lui soit presque insupportable. C'est qu'il n'est pas chirurgien. Ce genre de pensée-là, il prend le parti de s'en détourner. Napoléon fuyait la vue des champs de bataille, afin de conserver, disait-il, la liberté de son jugement. C'était plutôt un mal dont il ne voulait pas connaître le remède. La frivolité se montre ici déjà, mais non pas sans mélange, car la volonté est continuellement occupée à d'autres actions. La frivolité oisive donne une bien autre idée de la puissance de l'esprit. Ceux qui remâchent les mêmes pensées, tristes et sans issue pour eux, devraient prendre confiance par l'exemple des joueurs de bridge. Il suffit du moindre objet et de l'action la plus futile pour nous détourner. Et le principal effet de la politesse est d'effacer réellement de l'esprit ce qu'on s'interdit d'exprimer. C'est pourquoi le sérieux est toujours contraire à la politesse. Car le sérieux ne préjuge pas, il va intrépidement aux conséquences. Cela est redoutable comme le valseur qui suit la règle, d'où j'aperçois un nouveau sens de la terrible parole de Stendhal, « Tout bon raisonnement offense ». C'est ce qui me ferait dire que la frivolité est moins légère et insouciante qu'on ne croit, car elle surveille très exactement le sérieux à sa naissance, et le lit déjà dans le regard, discernant de fort loin ce qu'il y a de fanatisme dans le sérieux. Ici se développe l'art subtil de la conversation, et cet enjouement impérieux qui brouille les pistes. Je me suis longtemps demandé où se trouve la différence de l'anecdote et du fait. Car l'anecdote est souvent véritable et conduirait loin, mais la forme de l'anecdote est justement ce qui détourne. Ce n'est pas par hasard que le beau nom d'esprit désigne aussi l'art des détourneurs. C'est cacher un problème d'idée et montrer un problème de forme, sur quoi tous nos penseurs se jettent. Que les hommes soient raisonnables, cela n'avance pas encore beaucoup, et les plus cultivés seront justement les plus habiles à nous voir venir et à se retrancher. La sottise serait moins redoutable,